oui, c'est parfait comme ça. C'est toi qui pires. Non, vous allez bouger, je ne veux pas cette organisation-là, vous changez tout. On peut demander. C'est gentil. Alors merci de prendre place, on va reprendre pour ne pas prendre davantage de retard que nous en avons. Mais c'était non pas le fait du prince, mais le fait du roi que ce retard, mais on ne va pas l'aggraver. La cloche sonne. Il est temps que les élèves retournent en classe. C'est comme à l'Assemblée nationale, oui. C'est une autre manière Un peu, ouais. de voir la chose. Ou à l'opéra, oui. Tout le monde t'entend. Bah, je suis un peu perché quand même, non, Yannick? Alors, donc, l'objectif de cette deuxième table ronde est d'entrer dans le détail pratique des différents sujets qu'on a vus tout à l'heure pour voir comment, concrètement, autant qu'on puisse le projeter, évidemment, en l'état de textes qui ne sont pas complètement finalisés, comment les choses vont se passer. Et nous avons notamment un sujet majeur devant nous, qui est celui de l'accès à cette liste. L'accès à cette liste, à la fois pour les commissaires aux comptes actuellement inscrits, et puis aussi dans le futur, comment ça se passera pour les nouvelles recrues et dont on sait à quel point elles sont importantes pour que ce marché puisse être pleinement satisfait. Alors, donc on va tout de suite entrer dans ces questions pratiques avec vous, Éric Baudrier, sur la liste, sur cette nouvelle liste. Concrètement, comment est-ce qu'on pourra, revenons sur ces conditions pour l'inscription sur la liste et plus précisément, et avec les différents panélistes, sur cette question de la mise en place de cette condition essentielle qui est celle de la formation, avec les problématiques en particulier d'anticipation. Donc déjà, sur ces conditions, et puis ensuite on rentre dans cette mise en œuvre de cette exigence de formation. Merci. Oui, effectivement, une question importante. Comme je disais tout à l'heure, une liste complémentaire qui va regrouper l'ensemble des auditeurs de durabilité. Aujourd'hui, ce que vous connaissez comme liste, on en a deux, une liste de personnes morales, une liste de personnes physiques. Demain, la liste des auditeurs de durabilité, c'est une liste de personnes physiques. Comment faire pour être inscrit sur cette liste de personnes physiques qui permet ensuite de pouvoir fournir l'assurance ou la certification des informations en matière de durabilité, comme cela a été dit tout à l'heure, deux possibilités. La première, c'est la formation initiale. Je ne vais pas revenir beaucoup plus dessus, juste pour rappeler ce qui a été dit tout à l'heure. Si on est commissaire aux comptes, eh bien on est inscrit déjà sur la liste 1. On suit un stage de 8 mois auprès d'un maître de stage qui est habilité en matière de durabilité. Et je profite pour préciser que dans ces conditions, on conserve bien l'attestation de qualité du maître de stage, comme quoi il est bien habilité durabilité. On évite de l'égarer, on en aura besoin le jour de l'inscription, qui peut parfois intervenir quelques mois ou quelques années après ce stage. Et on réussit avec succès une épreuve spécifique en matière de durabilité. Peut-être, pardon, juste sur ce stage, préciser que ce n'est pas un stage de 8 mois qui est en plus du stage... Alors, il y a deux options. En fait, il y a deux possibilités. Soit on a déjà le diplôme d'expertise comptable avec bien l'exercice, le maître de stage habilité CAC, tous les 200 heures, etc., etc. Donc, on a déjà fait ce stage.
Et éventuellement, on est même déjà inscrit, et on pourra l'être postérieurement à 2026, puisqu'il n'y aura plus de clause de grand-père. Dans ce cas-là, il faudra faire un stage complémentaire de 8 mois auprès d'un maître de stage durabilité et de réussir avec succès cette épreuve de durabilité. L'autre hypothèse, c'est on est en train de faire ces 3 ans de stage, on peut inclure dans ces 3 ans ces 8 mois. Mais ça veut dire également que et j'insiste sur le sujet parce que ça peut parfois mettre certains professionnels en difficulté le jour où ils se présentent pour l'inscription. On conserve bien l'attestation de son maître de stage, comme quoi il est bien habilité, que ce soit en matière de CAC ou en matière de durabilité pour les 8 mois. Et ça va contraindre également les différentes CRCC pour ce qui est des CAC à suivre également cette habilitation spécifique, tel que cela est requis d'ailleurs par le Code de commerce. Mais là, on est sur gérer l'adaptation d'un socle qui est connu pour les commissaires aux comptes. Pour les non-commissaires aux comptes, donc on n'a plus ce diplôme d'entrée, mais on a l'obligation d'avoir un Master 2 et ensuite d'avoir de la même manière ces 8 mois de stage auprès d'un maître de stage habilité et durabilité et l'épreuve spécifique de durabilité. Donc ça, c'est, j'allais dire, la voie presque normale en marche libre. Il est prévu, comme le disait le directeur des affaires civiles et du Sceau tout à l'heure, un dispositif pour ceux qui auront été inscrits avant le 1er janvier 2026, qu'on va appeler les grands-pères. Alors vous remarquerez qu'on a même des grands-pères qui ne sont pas encore nés, puisque c'est ouvert à des gens qui ne sont pas inscrits aujourd'hui. Donc on fait quand même très fort à avoir des futurs nouveau-nés déjà grands-pères. Donc pour les CAC inscrits avant le 1er janvier 2026 ou pour les salariés, collaborateurs, associés d'OTI accrédités par le COFRAC en matière d'OTI DPEF avant le 1er janvier 2026, eux aussi pourront prétendre de la même manière à la clause dite de grand-père. Le point central de la clause de grand-père, c'est l'obligation de suivre, donc maintenant on le sait, 90 heures de formation homologuée par la H2A. Forcément, quand on dit homologuée par la H2A, on se dit il va falloir attendre que la H2A existe, donc on va attendre encore un petit peu. Donc la H2A va définir les critères de l'homologation, ça va être diffusé à l'ensemble des organismes de formation qui vont pouvoir soumettre des formations éligibles, etc., etc. Et qu'avec un peu de chance, les formations vont pouvoir commencer début 2024, si tout va bien, février, mars, si tout ça va vite. Donc forcément, on voit bien qu'au regard de l'urgence de la situation, cette temporalité ne nous est pas favorable, il ne vous est pas favorable, il n'est pas favorable, gérer l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle le collège du H3C a décidé la création d'un groupe de travail dont la mission est de définir deux choses. Tout d'abord, de définir un ensemble de compétences cibles dont doit disposer tout auditeur de durabilité, quelle que soit son origine, que ce soit un expert comptable, un avocat, un commissaire aux comptes, un ingénieur de chez Veritas, etc., etc. Donc un corps de compétences cibles. L'idée, c'est qu'un organisme de formation puisse identifier au regard de prérequis de sa formation et d'une population cible pour une formation, la nature de la ou des formations qu'il souhaite proposer. Deuxième élément, qui est certainement le plus compliqué, quoique, c'est de définir les critères de l'homologation. Sur quels critères le groupe est en train de travailler? Il est en train de travailler sur des critères qui vont reposer sur la qualité de l'organisme de formation, sur la qualité de la formation elle-même, et donc notamment, à titre d'exemple, la qualité des supports, l'obligation qu'il y ait des supports qui soient remis ou pas systématiquement, donc toutes ces questions se posent. La qualité également des formateurs, parce qu'on sait tous qu'une formation, même très qualitative, peut perdre éventuellement en qualité en fonction de la personne qui va dispenser cette formation, et à l'inverse, certaines formations qui pourraient apparaître un peu pauvres sont particulièrement enchéries par celui qui les produit. Donc il nous semble que
l'identité de celui qui dispense cette formation est également important. L'autre critère sur lequel le groupe travaille, c'est ce qu'on appelle pour l'instant, je ne sais pas si on gardera ce terme jusqu'au bout, c'est la validation des acquis de la formation. Il nous semble pour le moment également important qu'on puisse avoir une validation de l'effet du résultat de la formation sur les uns et les autres. Donc l'objectif du groupe de travail est de proposer début octobre, donc dans quelques semaines maintenant, début octobre, au collège du H3C, ce qui pourrait être les critères de l'homologation retenus par la H2A. Si le collège valide les propositions du groupe de travail, l'idée est de publier, de communiquer ces critères de façon à faire en sorte que les différents organismes de formation puissent déjà se préparer à ces contraintes et à ces critères, proposer d'ores et déjà des formations qui répondent à ces critères, puisque le projet de texte que l'on a vu, et je pense que la version finale a la même disposition, et puisque c'est ce que disait le directeur tout à l'heure, c'est de pouvoir homologuer, donner une date de début d'homologation qui soit antérieure à la demande d'homologation, dès lors que les critères liés à l'homologation étaient remplis depuis cette date. Enfin, typiquement, si depuis le 1er septembre 2023, l'ensemble des critères étaient respectés, toutes les formations suivies pour la formation particulière homologuée après le 1er septembre 2023 seront éligibles, sont retenues in fine. Donc tout ça pour justement vous permettre de pouvoir vous former le plus vite possible et avec des formations qualitatives, et ça c'était un point d'attention du collège sur ce sujet au regard de l'importance quand même de la matière et de sa nouveauté également, de façon à ce que dès début 2024 nous soyons en mesure de recevoir vos demandes d'inscription. Parmi ces organismes de formation, il y en a évidemment un qui est particulièrement en avance, c'est la compagnie nationale. Et alors, Carole et ensuite Laurence, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les travaux qui ont été menés à la compagnie pour justement permettre d'être en mesure de proposer des formations le plus vite possible et susceptibles de répondre à ces critères dont parlait Eric à l'instant. Carole, déjà peut-être sur le... Alors déjà, je peux vous dire, Pierre, et à tous, que nous sommes très contents de cet atterrissage à la compagnie, parce que ça fait bientôt 3 ans que nous travaillons avec les différentes équipes au sein du comité durabilité sur ces questions relatives à la CSRD et aux enjeux pour les commissaires aux comptes. Donc je suis vraiment ravie personnellement de cet atterrissage. Ça a été un travail d'anticipation très important, parce que nous avons d'ores et déjà travaillé sur ce qu'on appelle, et nous avons largement communiqué sur ce terme lors de nos assemblées générales ou lors de nos universités d'été, sur ce qu'on appelle notre parcours de formation qui est le visa de durabilité. Et ce visa, nous l'avons défini en tenant compte de plusieurs critères. D'abord, il a fallu qu'on tienne compte de notre expérience des entreprises, c'est-à-dire nous avons l'habitude de travailler sur différentes tailles d'entreprises, nous avons l'habitude d'appréhender différentes problématiques et nous avons l'habitude de travailler sur différents secteurs d'activité. Ensuite, nous avons défini notre visa aussi en tenant compte de notre compétence déjà acquise en matière d'assurance. Et nous avons bien évidemment tenu compte également de notre savoir-faire dans la conduite des missions, tant de vérification financière, mais également de vérification extra-financière. Donc une fois qu'on a fait tout ça, nous avons eu les assises et nous avons eu l'annonce de notre ministre. Et alors là, je peux vous dire que tout s'est accéléré, puisque nous avons réuni nos groupes de travail, n'est-ce pas, Laurence? Et là, nous avons réuni les experts. Et alors, j'en profite parce que vous êtes nombreux dans la salle à nous avoir aidés et à contribuer à développer ces formations. Merci pour ce travail qui est
très chronophage. Je crois que tous les jours, nous avons une autre réunion pour vous préparer un visa de durabilité qui réponde aux qualités qu'on attend de nous. Le but de ce visa, c'est vraiment d'embarquer toute la profession. Et j'insiste parce que ce visa a été développé à partir de représentants de toutes les tailles de cabinets. C'est-à-dire qu'on veut embarquer tout le monde. Et je pense qu'on va réussir, sincèrement, je le crois. Et on a un programme, alors on a vu 90 heures, ok, on sait s'adapter. J'ai entendu la date du mois d'octobre tout de suite pour connaître les critères. Je ne doute pas que la CNCC sera les premiers à proposer quelque chose. Et je peux vous dire que nous sommes prêts pour vous proposer ce visa quasi prêt. Alors je regarde Laurence parce que la pauvre, quasi prêt, mais on devrait vous présenter les premiers piliers dès le mois de novembre pour qu'on soit prêt dans nos cabinets. Encore une fois, toute taille confondue et pas uniquement à Paris. J'insiste parce qu'en fait, nous avons besoin d'un maillage territorial fort et donc ce sera disponible pour tous les CAC en France. Alors Laurence, un petit teaser. Oui, un petit teaser. Donc effectivement, d'abord je voudrais remercier tous les professionnels qui sont engagés à développer ce qu'on appelle le visa durabilité parce que depuis le mois de mai, ils travaillent d'arrache-pied à développer ce socle de formation. La CNCC était partie sur un socle de 9 jours de formation, de 7 heures, donc ce qui fait 63 heures, c'est pas tout à fait 90 heures, donc il faudra aller chercher les compléments. Et a bâti donc ce visa durabilité sur la base de 4 piliers. L'idée était de former nos professionnels pour être à même de fournir les 4 formes d'assurance qui sont requises par la CSRD, qui sont donc transposées en droit français. 1. Fournir une assurance sur la conformité du reporting de durabilité avec les normes ESRS, les normes européennes de reporting de durabilité. 2. S'assurer que les informations, que le process pour sélectionner les informations qui figurent dans ces reportings de durabilité, ce process répond bien à des informations qui sont telles que demandées par les normes ESRS, ces normes européennes. 3. Fournir une conformité par rapport à la réglementation taxonomie pour le reporting taxonomie. Et 4. Fournir également une assurance sur le fait que quand il va y avoir le balisage électronique de toute cette information dans le rapport de gestion, eh bien, le balisage est correct. Donc, ceci définit en fait, en gros, 4 piliers qui sont la base du visa durabilité. Un premier socle de connaissances générales qui nous semble extrêmement important à fournir à nos auditeurs. Certains commissaires aux comptes sont plus jeunes, ont déjà pu suivre un cursus scolaire et second cycle ou d'études qui les a familiarisés avec des éléments liés à la durabilité. D'autres professionnels, comme moi, sont moins... Enfin, les études antérieures ont été réalisées un peu plus longtemps. Donc on a considéré qu'il fallait d'abord donner un socle de connaissances générales à tous nos professionnels pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire SBTI, qu'est-ce que c'est que les parcs, enfin les Natura 2000 dans la biodiversité, voilà, plein de petits mots, de termes qu'on utilise ensuite dans les normes ESRS, dans la taxonomie. Donc il y a ce socle de connaissances générales qui représente le premier pilier sur la matière environnementale, enfin déjà sur les réglementations européennes, quelle est la stratégie européenne en matière de durabilité, sur la déclinaison en France, les grandes réglementations, qu'est-ce qui va arriver aussi, qu'est-ce qui va impacter les entreprises avec toutes ces des grandes réglementations qui arrivent en opérationnel du côté des entreprises, pas seulement du côté reporting. Et ensuite, on va aborder le changement climatique, l'eau, la biodiversité, la pollution, l'économie circulaire, le S. Qu'est-ce que c'est, les enjeux du S? Quand on parle du S, ça couvre quoi? Les travailleurs, effectivement, de l'entreprise, mais également dans la chaîne de valeur, les consommateurs, les parties prenantes affectées, les communautés affectées. Le G pour la gouvernance et notamment conduite des affaires. Donc, un gros pilier 1 sur acculturation de nos professionnels. Le pilier 2 est totalement dédié
aux ESRS, donc découvrir ce que demandent ces fameuses normes ESRS. Il y en a 12, donc c'est à peu près 3 jours de formation pour découvrir les normes ESRS. Le pilier 3, c'est à peu près 1 jour de formation sur le reporting taxonomie, comprendre ce que demandent les textes réglementaires. Et là, on a prévu un cas, enfin des mini-cas, qui illustrent bien ce qui est demandé. Et le pilier 4, c'est enfin cette vérification des reportings de durabilité, comment on s'y prend, qu'est-ce que c'est? Il va y avoir la partie déontologie, bien entendu, qui peut faire compréhension de toute l'architecture qui est mise en place pour la vérification de ces reportings de durabilité. Puis après, on va rentrer dans les normes, on parlera, enfin, vous allez aborder plus tard l'avis du H3C qui a été publié début juillet sur l'assurance pour les informations en matière de durabilité, plus d'autres développements. Voilà, et comment on réalise, qu'est-ce qui diffère dans ces missions d'assurance du reporting de durabilité par rapport à la mission de commissaire aux comptes que vous connaissez. Alors, on voit les piliers, on sait aussi que la CNCC sera un des organismes dispensera les formations, mais ne sera pas le seul. Il va y avoir évidemment des homologations qui seront données à d'autres organismes. Donc, si on rentre un peu plus dans ces questions de piliers, de différents éléments, donc ça laisse entendre qu'on pourrait prendre un pilier ici, un autre là, notamment il peut y avoir des formations dans les cabinets, etc. Marie-Cécile, comment est-ce que tout ça peut s'articuler aussi? Alors tout ça est en analyse dans le groupe de travail avec le H3C, la CNCC représentée, les futurs OTI aussi le sont, donc on est en train de travailler sur ces sujets. Ce que je peux dire, c'est que l'esprit dans lequel le groupe de travail fonctionne, c'est d'essayer d'arriver à un système qui permet d'être au rendez-vous pour les prochaines assemblées générales, c'est-à-dire de permettre éventuellement, sous réserve des conclusions de ce groupe de travail, des homologations par pilier, peut-être par module, voilà, pour donner de la souplesse, surtout avoir un gage de qualité, mais permettre à ce qu'un maximum de professionnels puissent être au rendez-vous pour les assemblées générales de 2024. Parce que si on a un peu tous pieds au plancher pour concevoir, revoir, et je crois aussi qu'il faut souligner le travail du comité qualité pédagogique, oui, absolument, qui se réunit, comme le disait Carole, presque tous les jours actuellement, qui était déjà bien chargé pour en avoir fait partie et qui a redoublé d'efforts pour revoir les supports. C'est bien pour vous proposer des formations dès la fin de l'année, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais il y aura un processus de sélection pour les premiers entrants. Les assemblées générales seront en 2024 pour sélectionner les auditeurs des rapports de durabilité. Et donc, il est important qu'on soit au rendez-vous pour être formé dès lors qu'on va soumissionner. Donc, tout sera fait au mieux, je pense, pour assurer la qualité, la souplesse et surtout permettre à un maximum de personnes de rentrer dans les meilleures conditions et d'apporter des garanties pour donner le visa de durabilité. Enfin, cette accréditation à ceux qui auront suivi ce parcours, qui sera vraiment bâti par Il y a vraiment beaucoup de bonne volonté qui sont mises en œuvre, beaucoup de travail qui est réalisé. Et donc, on vous invite à vous inscrire. Et effectivement, il y aura d'autres organismes de formation qui proposeront, seront habilités à proposer des formations qui seront sous la surveillance du futur H2A. Voilà, la CNCC est bien avancée et sachez qu'on sera au rendez-vous. Alors, il y a peut-être une question, sans doute une question que certains peuvent se poser, qui est de se dire, bon, avant on avait la DPEF, là on a la CSRD, si j'ai fait de la DPEF, j'ai un temps d'avance, si j'étais pas agréé au TI, j'ai un temps de retard. Est-ce que vraiment, si on a la barrière de ne pas avoir été OTI est si haute, ou est-ce que finalement les cartes sont pas aussi un peu rebattues et que c'est ouvert à tout le monde, justement parce qu'on a ces formations qui sont là pour ça? Alors, je crois qu'effectivement, on a dit que cette nouvelle activité pour notre profession est une opportunité. C'est une vraie opportunité qui est accessible à tous. Comme Laurence, j'ai une formation au cours de laquelle on ne parlait pas du tout de durabilité, pas un mot. Il y a 6 ans, je me suis lancée dans la vérification de la DPEF. On s'est fait accréditer par le COFRAC. Donc voilà, c'est une première entrée dans la matière. Mais après, la matière a tellement changé. Il y a un vrai changement de paradigme. On avait quelques articles du Code de commerce. Maintenant, on a une directive. On a des normes ISRS qui sont copieuses, des guidelines de l'EFRAG qui sont maintenant publiées, qui nous aident. Mais il y a une véritable opportunité, même quelqu'un qui est déjà accrédité pour vérifier une DPEF
a un travail important pour s'approprier la matière, d'une part, et d'autre part pour s'approprier la façon dont on va auditer cette matière. Mais néanmoins, pour les commissaires aux comptes, il y a quand même un savoir-faire sur la vérification qui est notre socle, notre bien commun à tous, qui est tout à fait déployable sur cette matière. Il faut investir du temps, investir la matière, comme on l'a fait sur d'autres sujets, comme les IFRS ou d'autres challenges qui nous sont mis à notre profession. Et donc, celle-là est un nouveau challenge que l'on peut tout à fait relever. Et après, comme on le verra dans les dispositions sur l'audit, là où nous avons des limites d'expertise, comme pour le commissariat aux comptes, on peut faire appel à des experts. Et donc, c'est tout à fait une matière qui est une vraie opportunité, accessible à tous. Laurent, je pense que tu confirmes, on est dans un schéma où tout le monde peut... Totalement, parce que les normes SRS, l'acte délégué a été publié le 31 juillet. Donc même les ETI, bon, ils connaissent un petit peu la matière, mais il faut quand même qu'ils les découvrent et regardent le détail. Les normes d'assurance, bon, on a l'avis technique qui a été publié également début juillet. On a une norme internationale en matière d'assurance de durabilité qui est en cours de développement et qui sera publiée l'année prochaine. Taxonomie, on a encore les actes délégués qui ont été publiés cette année, donc toute la matière réglementaire est nouvelle. Donc voilà. Et moi, je viens du reporting financier, hein, je ne suis pas du tout ETI à la base. Alors, il y a des sujets qui sont effectivement beaucoup plus complexes, et moi, les trajectoires de décarbonation, ce n'est pas moi qui va aller donner de l'assurance dessus, c'est clair que je vais aller faire appel à mes experts. Mais quand on va aller regarder les informations sociales, par exemple, qui sont demandées à reporter dans le cadre de SRS2, je veux dire, une tête bien faite, il lit la norme, il comprend ce qui est demandé, il va aller demander à son client ce qu'il a les données, pas les données, vous pouvez tout à fait les auditer. Vous savez faire de l'audit, vous savez mettre en place une démarche d'audit, de vérif. C'est pas la mer à boire. Donc, il y a quelques données qui seront effectivement un peu plus compliquées, notamment en matière environnementale. Donc là, il faudra peut-être aller voir les experts, mais pour le reste, pour la grande majorité, il faut apprendre, il faut comprendre, mais c'est accessible, de mon point de vue. Alors on parlait des experts, Carole, justement, il y a quand même un certain nombre de choses aussi qui vont permettre de faciliter et que la compagnie a mis en place, met en place pour aider à ce recours à des expertises externes. Tout à fait. Alors d'abord, et je voulais aussi insister sur ce point, on a mis depuis 2 ans des formations parallèles, des formations sur des points extrêmement précis. Par exemple, ce matin, nous étions justement en CQP sur les ACV. Donc c'était une demande qu'on avait des cabinets, savoir ce que c'est l'analyse de cycle de vie. Eh bien, nous avons déjà beaucoup de webinaires ou de formations qui sont prévus pour acculturer et pour développer les compétences des professionnels. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour les experts, eh bien, en fait, ça va extrêmement vite, puisque la CNCC a signé un partenariat avec une plateforme, vous avez dû voir une marketplace, hein, une plateforme qui permet de recenser et d'avoir accès à des professionnels sur des points extrêmement précis. Alors ça peut être des experts en matière d'ESG, de RSE, de durabilité, mais ça peut aussi être des experts en cybersécurité, par exemple. Donc je vous invite à aller voir, je crois qu'ils sont 500 000, hein, donc il y a de quoi faire. C'est une plateforme européenne. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce que je constate, hein, puisqu'il y a des cabinets, même des tout petits, et j'en ai vu quelques-uns de ces représentants dans la salle, qui ont avancé sur les sujets et qui ont dit « moi, j'ai envie de me lancer parce que ça m'intéresse » et qui se sont inscrits à des formations, alors de la CNCC ou d'ailleurs, et qui forment déjà, d'ores et déjà, des réseaux, des réseaux non formalisés, mais des réseaux de compétences. Et il y a plusieurs personnes, on s'appelle, alors on a des groupes WhatsApp, des groupes, tiens, est-ce que tu connais un spécialiste? En fait, ça s'est déjà mis en place, et ceux qui ne l'auraient pas fait, sachez que ça va aller extrêmement vite. Donc j'invite aussi les compagnies régionales. Les compagnies régionales ont un rôle extrêmement important. J'ai vu qu'il y avait dans certaines compagnies, et encore en PACA tout récemment, des commissions RSE qui se créent pour justement faire
rencontrer des cabinets qui ont envie de se lancer, mais qui parfois se sentent un peu seuls au départ et qui ont envie d'échanger sur les compétences. Après, alors je sais que la compagnie de Colmar, à laquelle je suis très attachée, l'a fait aussi. Il y en a d'autres. On a intérêt à faire de cette façon-là, puisque des experts, on en trouve. Et vraiment, dès que je reçois un coup de fil, est-ce que tu connais un tel, ça va très vite. Ça va très vite pour trouver les experts dont on a besoin, dont a parlé Laurence, parce que même les cabinets les plus structurés font appel à des experts. Voilà. Donc, au niveau de la compagnie, on a mis des choses en place. Ce que je peux dire également, c'est que là, tout va pas s'arrêter. C'est pas parce qu'on a mis en place le visa, on est déjà à la compagnie en train de réfléchir sur des organismes de formation très pointus qui pourront nous accompagner sur des éléments très spécifiques et des demandes très spécifiques que vous aurez. Alors voilà, on est prêt, on a beaucoup d'idées, énormément d'idées dans ce comité. Maintenant, il faut répondre à tout et embarquer tout le monde. Donc le message est clair, la profession a tout en main pour être prête. On peut adresser un peu la même question à la future H2A. Est-ce que vous serez prêt pour inscrire sur la liste? Est-ce que parce que c'est bien que tout le monde soit formé, prêt, remplisse les conditions. Donc vous serez aussi en ordre de marche pour inscrire tout ce monde, ces milliers de commissaires aux comptes qui viendront s'inscrire dès début 2024. Je dirais que nous n'avons pas d'autre choix que d'être prêts. Donc forcément, notre stratégie et l'ensemble des démarches que nous mettons déjà en ordre de marche sont faites dans un unique but, qui est d'être prêt, notamment pour l'inscription, mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'inscription sur laquelle on travaille, mais notamment en matière d'inscription, pour être prêt dès 2024, à partir du moment où on recevra vos demandes pour pouvoir les instruire et les traiter dans les délais les plus rapides. Donc cela veut dire qu'on commence aujourd'hui à réfléchir sur l'évolution du portail, des différents tunnels que vous connaissez aujourd'hui, dans lesquels vous pouvez être amené soit à vous inscrire, mais si vous êtes là, si vous êtes déjà inscrit, soit à donner un certain nombre d'informations sur les évolutions, sur les modifications des informations qui sont présentes sur la liste. Donc l'ensemble de ce dispositif va évoluer de façon à vous offrir le même support dématérialisé vous permettant de déposer vos demandes d'inscription. Alors, aujourd'hui, il nous manque naturellement pour accélérer quelques éléments, mais qu'on va avoir très rapidement, qui est le projet texte final, puisqu'il faut qu'on cale naturellement à la démarche qui sera issue des textes. Mais notre objectif est clairement d'être prêt. Alors, serons-nous prêts le 1er janvier ou le 2 ? J'ai du mal à vous répondre, mais en toute hypothèse, on sera prêt pour recevoir les demandes d'inscription et de les traiter dans les temps impartis. Alors autre question, mais qu'on entend parfois, et donc sur laquelle il n'est pas inutile peut-être de s'arrêter, puisqu'on l'a entendu tout à l'heure, il y aura deux types d'intervenants, les commissaires aux comptes, les OTI, PSAI qui s'appelleront OTI. Certains cabinets sont aujourd'hui OTI pour réaliser certaines missions, des PEF, sociétés à mission. D'abord deux questions. Est-ce que les OTI, sociétés à mission, est-ce que donc l'OTI restera pour ces missions-là et aussi autre question, est-ce que j'aurais intérêt, si je suis commissaire aux comptes, à m'inscrire plutôt sur la liste OTI que sur la liste CAC durabilité? Alors déjà, si vous êtes CAC, vous serez forcément CAC. Oui. Donc, vous pouvez aller sur l'OTI. Pour moi, je n'ai pas de... J'allais dire, c'est inopérant puisque vous serez CAC. Après, si vous avez une autre société, etc., ça, c'est un autre débat. Mais tout de même, si vous êtes CAC, vous êtes CAC. Donc, mon point d'entrée pour moi, c'est CAC. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un CAC qui est également OTI, société à mission, DPEF, etc., et si demain, il veut rester OTI, DPEF, société à mission, parce que j'ai cru comprendre que cela restait, mais c'est plus le représentant de la DGT qui pourrait répondre à cette question. Pour moi, il sera commissaire aux comptes.
Mais j'allais dire, le débat, il est totalement vain. Puisque que je vous regarde en tant que commissaire aux comptes, que je vous regarde en tant qu'OTI, vous serez tous soumis au même corps de règles, vous serez tous soumis à une supervision unique et à à un ensemble de règles qui est commun et le même. Donc, après, je ne suis pas là pour savoir quel est l'intérêt des uns et des autres, mais si l'intérêt c'est de se dire j'ai une supervision, une régulation différente, ça ne sert à rien, clairement. Alors, il y aura malgré tout une différence, c'est l'OTI aura le COFRAC et aura quelques contrôles qui seront liés à son accréditation et à l'obligation qu'a le COFRAC de contrôler régulièrement les critères qui ont prévalu à l'accréditation. Donc ça sera une différence entre l'OTI et le CAC. Mais pour ce qui est du rôle de l'H2A et de la supervision, il n'y a pas de différence d'acteurs. C'est bien ce qu'on a entendu tout à l'heure. On est sur une identité de règles, de supervision. Donc finalement, ça n'a pas de sens quand on est CAC de ce... Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de distinction de ce point de vue-là. Il nous reste, dans les quelques minutes qui nous restent, peut-être on peut rentrer dans la mission elle-même, Laurence, si tu veux, sur les points d'attention peut-être qu'on peut avoir en anticipation, et ça va avec la formation aussi. Quels seront les points auxquels il faut être attentif dans les sujets, et notamment peut-être que on peut un peu s'inquiéter de voir l'avalanche d'indicateurs, l'avalanche de ces normes, et de se dire bon. Là-dedans, est-ce qu'on va pouvoir aussi bénéficier de lignes directrices, de guides, oui. Comment est-ce que tout ça va sur la matière, comment est-ce que tout ça va se mettre en place et concrètement s'organiser? Donc sur la matière, en particulier les normes de durabilité, les ESRS, peut-être certains d'entre vous savent, je suis membre du Sustainability Reporting Board de l'EFRAG, donc le conseiller technique de la Commission européenne qui prépare toutes les normes européennes de durabilité. Et ce qui est les demandes qui nous sont faites de la Commission européenne pour aider en fait les entreprises à appliquer ces fameuses normes, c'est de sortir très très vite des guides pour comprendre comment on met en place une approche pour sélectionner les informations à mettre dans ces fameux reportings de durabilité sous le prisme de la double matérialité. Vous avez dû entendre parler de la double matérialité. La double matérialité, c'est-à-dire on va sélectionner, l'entreprise doit mettre dans son rapport des informations qui sont importantes pour comprendre l'impact de l'entreprise sur l'environnement et les populations, les incidences des activités de l'entreprise, des activités propres et des activités dans sa chaîne de valeur amont, aval, sur l'environnement et l'entreprise, ça c'est ce qu'on appelle la matérialité d'impact, et d'autre part, comment les enjeux de durabilité, tous ceux que je vous ai cités, le E, le S, le G, affectent la performance de l'entreprise, sa situation et son développement futur. Sa résilience future, quels sont les risques, la résilience future. Donc, comment ces sujets de durabilité vont affecter l'entreprise. Et on va demander donc aux émetteurs, aux entreprises, de reporter uniquement sur les sujets qui sont importants. Donc, c'est l'approche de double matérialité côté entreprise. Comment est-ce qu'on met ça? Et donc, là, je pense que d'ici octobre, novembre, le board de l'EFRAG va publier des guides qui vont expliquer ce qui est attendu d'une entreprise pour mettre en place son approche de double matérialité. D'autre part, on va publier aussi un deuxième guide qui est très attendu, c'est quand on dit qu'il faut reporter les informations qui concernent la chaîne de valeur. La chaîne de valeur amont, les fournisseurs, etc., aval, les clients, qu'est-ce qu'il faut faire? Là aussi, on va émettre un guide qui va être publié d'ici octobre-novembre, qui va donc guider les entreprises, mais donc vous, vérificateurs, auditeurs de durabilité, vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui est attendu des entreprises et donc adapter votre démarche d'assurance en conséquence. Donc voilà, donc côté EFRAG, côté normalisateur, il va y avoir des guides, des informations qui seront publiées et c'est sûr qu'il faut, ça fait partie de l'appropriation, de l'acculturation, ces connaissances générales, de bien comprendre les enjeux auxquels doivent faire face vos clients, quels sont-ils? Quelles sont les incidences de vos clients du fait de leurs activités
et de ce qui se passe dans la chaîne de valeur, et quelle est la résilience de votre entreprise, ou quelles sont les opportunités pour votre client face à ces enjeux de durabilité, parce que c'est sur ça qu'on va leur demander de s'exprimer sur les sujets qui sont importants. Merci. Peut-être, est-ce que donc sur les éléments, si on revient peut-être sur la formation pour conclure, pour bien récapituler le timing dans lequel on va s'insérer, y compris sur la durée dans laquelle la formation pourra s'inscrire, parce que c'est vrai qu'on a parlé de cette date du 1er janvier 2026, et donc l'articulation entre les dates, la disponibilité de la formation, on a vu qu'elle serait au plus vite, et ensuite elle sera déployée et elle sera accessible pendant évidemment un temps important, et tu l'as dit tout à l'heure, et je pense que c'est bien d'insister dessus, partout, sur tout le territoire. Je pense que ça, c'est un point important, justement pour avoir cet élément de diffusion de la connaissance, des éléments nécessaires, y compris aussi par une interaction entre la compagnie et les cabinets. Alors, c'est tout à fait important ce point, et on a été très vigilants, et avec la remarque de Monsieur Baudrier, on s'intéressera à la qualité de la formation et à la qualité également des animateurs. Il a fallu aussi qu'on anticipe, puisque les règles, on les connaît officiellement pas encore, et donc il a fallu aussi qu'on anticipe. Alors là, on a la chance d'avoir un CQP qui a l'habitude de travailler sur ces notions-là. Nous avons des animateurs qui ont vraiment la capacité et la pédagogie pour animer ces formations qui sont exigeantes, qui sont vraiment de qualité. Et nous avons souhaité qu'il y ait des e-learning, qu'il y ait du présentiel, mais qu'on soit très agile dans notre profession pour pouvoir embarquer tout le monde. Parce que, vous savez, quand je circule dans les compagnies, j'entends « Attention, nous avons un enjeu d'attractivité extrêmement fort, nous l'avons peut-être pas suffisamment dit, mais l'histoire du stage de 8 mois, ce stage-là, c'est extrêmement important parce que les cabinets ont compris qu'il fallait qu'il soit attractif aussi pour attirer des talents. Et donc, ils veulent vraiment s'engager sur cette liste 2, dans ce visa, pour pouvoir accéder à cette liste 2 et attirer encore des talents. Ça, ils l'ont bien compris. Donc, le timing, il est serré, le timing. Et puis, ce qui est annoncé, c'est que, a priori, on devrait avoir des piliers disponibles ou des modules disponibles dès le mois de novembre. Voilà, pour être prêt. Et ensuite, vous pourrez choisir. Alors là, on attend les règles. Le bon sens serait de commencer par le pilier 1. C'est de l'acculturation extrêmement importante. Alors, je peux même vous dire, et très souvent dans les compagnies, je répète ça, je dis, vous savez, les plus sachants, ils ont également ce visa à suivre. Alors, pas les concepteurs, on l'a compris tout à l'heure, donc très bien. Mais les personnes qui ont déjà fait beaucoup de missions, même sur ces sujets, eh bien, doivent quand même s'acculturer. Et donc, moi, je dirais, on commence par ce pilier 1 qui devrait être disponible, et c'est Laurence qui est en charge notamment de ce pilier-là. Et ensuite, on avance, mais on devrait être assez agile à la compagnie pour vous proposer ce visa pour que vous puissiez l'intégrer pleinement dans votre formation. Autre excellente nouvelle, c'est que ces 90 heures s'inscrivent dans notre quota de formation, et ça, c'est vraiment un grand point positif, parce que vraiment, on sent que les professionnels veulent y aller. Mais maintenant, ils attendent juste le go. Il y en a beaucoup qui ont dit, c'est quand ? Moi, je mets en suspens un peu mes formations parce que je veux tout de suite y aller. Donc, ils l'ont compris, ils sont prêts, donc on y va. Maintenant, on sera agile à la compagnie aussi pour proposer des choses et pour proposer, et nous l'avons déjà prévu, des actuels durabilité. Nous avons des actuels qui sont proposés chaque année pour les professionnels qui signent des rapports sur les comptes.
eh bien, nous aurons vraisemblablement des actuels durabilité puisque les textes s'écrivent maintenant. Donc, ce sera nécessaire. Peut-être un dernier point pour conclure sur donc le visa. C'est une condition d'inscription et une fois qu'on est sur la liste, on est sur la liste. Et après, on a l'obligation de formation continue habituelle qu'on connaît, mais il n'y a pas une sorte d'obligation de repasser des éléments d'actualisation ou quoi que ce soit. On est sur la liste, on est sur la liste. On est inscrit, on est inscrit. Ça, il n'y a pas de difficulté en la matière. Sera peut-être à régler, j'ai pas de réponse comme ça, sur l'omission future, de savoir comment se passera quelqu'un qui redemande son inscription après avoir été omis, mais laissons ça de côté pour l'instant. Le point d'attention malgré tout, c'est l'article 7 du Code de déontologie. Quand on dit après, effectivement, j'ai mes 120 heures et c'est 120 heures libres, c'est une liberté qui est encadrée notamment par l'article 7 du Code de déontologie qui vous oblige à suivre des formations qui vous permettent de réaliser vos missions et de bien appréhender les spécificités de l'une ou de l'autre des missions. Quand on parle aujourd'hui de ce visa ou de quel que soit le nom que tel ou tel organisme de formation pourrait lui donner, mais des 90 heures homologuées, éventuellement aujourd'hui on n'aura pas les ESRS sectoriels. Peut-être que demain, en toute hypothèse, ou pas, je ne sais pas, on pourrait ne pas imposer, dans le cadre de l'obligation de formation, de dire il faut se former aux ESRS sectoriels. De fait, cette obligation viendra par l'article 7 du Code de déontologie, parce que vous ne pourrez pas décemment dire je peux auditer tel ou tel secteur s'il y a une ESRS sectorielle qui s'applique en disant oui mais j'ai fait mes 90 heures, j'ai eu mon homologation, donc maintenant je peux faire un petit peu ce que je veux. Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la logique de la formation qui est d'être compétent et de conserver une compétence haute au regard des spécificités de tel ou tel mandat. Donc il faut toujours avoir, quand on parle de formation et quand on parle de 120 heures, avoir en ligne de mire l'article 7 du Code de déontologie. Très bien, merci. Donc on arrive au terme de cette table ronde, alors, pour laquelle une séance de questions n'est pas prévue. En revanche, il reste l'adresse qu'on a vue tout à l'heure. Donc si vous avez des questions à poser, l'adresse qui s'affiche est la bonne. Merci à vous quatre. Et donc on laisse la place à la dernière table. Et donc j'appelle les deux derniers intervenants à venir sur l'estrade. Pour les slides, j'imagine que c'est... On peut essayer d'appuyer sur le bouton pour voir ce que ça donne. Mais c'est bien parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter les dispositions de l'avis technique qu'a publié le H3C cet été. Et en préambule, je voulais adresser tous mes remerciements à la présidente du H3C qui me confie le soin de présenter cet avis technique. Donc elle a dirigé elle-même les travaux. Je remercie bien sûr le président de la CNCC de m'avoir invité à cette journée et enfin ravi de faire cette présentation avec Julien Rivals qui est un grand professionnel spécialiste de ces questions de durabilité et qui a donc très largement contribué à la présentation de ce support qu'on va essayer de vous passer en même temps que notre présentation. Voilà, donc si le texte est peu lisible pour certains, le support sera disponible et vous sera distribué, donc n'ayez crainte. Alors, en préambule, et comme déjà rappelé, la directive CSRD, donc cette directive est un élément de mise en œuvre du plan d'action européen sur la finance durable pour orienter les investissements. Alors, quelles sont les exigences de la directive CSRD pour les sujets qui nous intéressent ? Cette directive, et c'est rappelé dans l'avis technique qui est un préambule qui met en perspective tous les travaux que le vérificateur devra faire. Donc cette directive
demande aux entreprises concernées de communiquer des informations qui permettent de comprendre la façon dont elles prennent en compte ces questions de durabilité. 4 éléments sont particulièrement à noter concernant cette directive. Un nombre important de sociétés concernées, on l'a rappelé au cours de cette journée, une localisation unique de l'information dans une section dédiée du rapport de gestion, une standardisation des obligations de reporting et enfin un format digital imposé par la directive. Alors, quoi communiquer, comment, que disent les normes ESRS? Alors, pour les normes ESRS et selon ces normes, l'entreprise produit des informations dans une perspective de double matérialité. Donc, c'est une innovation importante, ça vient juste d'être évoqué lors de la précédente table ronde. C'est l'entreprise qui effectue l'analyse selon une matrice de double matérialité dite d'impact, incidence de l'activité de l'entreprise sur l'environnement, matérialité dite financière, ce sont les termes consacrés, incidence des questions environnementales et de durabilité sur l'entreprise. Et cette information, les normes ESRS prévoient qu'elle soit donnée donc pour les 3 volets, E, S et G, on en a parlé. Alors, le cadre étant rappelé, quel est le rôle du vérificateur, certificateur, puisque je comprends que c'est le terme qui va être consacré également. Donc, ces informations font l'objet d'une vérification par un vérificateur, CAC, PSAI, OTI, avec une émission d'une assurance limitée dans un premier temps, ce qui signifie donc un volume de vérification allégé. Le calendrier, la directive prévoit que les vérificateurs doivent respecter des normes que la Commission européenne a prévu d'adopter au plus tard le 1er octobre 2026 sous forme d'actes délégués. D'ici là, les États membres peuvent appliquer des dispositifs nationaux, d'où cet avis technique du H3C, et un passage au niveau d'assurance raisonnable pourrait être requis à compter de 2028, donc des travaux plus conséquents pour le vérificateur. Toujours en ce qui concerne les éléments généraux. Quelle est la nature de la mission ? Un mot important sur la nature de la mission, parce que finalement, cela a vraiment irrigué toutes les réflexions qui ont été menées dans le cadre des travaux menés pour l'avis technique. Le vérificateur de durabilité mène une mission qui est, par nature et par essence, et cela a été dit, vraiment différente de celle menée par le commissaire aux comptes. D'une part, parce que l'information à vérifier est fondamentalement différente. On l'a dit là aussi, 3 volets, environnement, social et gouvernance. Alors, les normes de durabilité ESRS ont été conçues, évidemment, dans un esprit différent des normes comptables, qu'elles soient nationales ou internationales, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, évidemment, c'est que les rapports sont nécessairement différents. Le rapport annuel sur les comptes donne une information comptable et financière historique à une date donnée. On parle bien d'un bilan à la date de clôture d'un exercice, avec un compte de résultats sur l'année et des notes explicatives du bilan. Dans le rapport de durabilité, on n'est absolument pas dans le même périmètre et dans le même champ. Ce n'est pas un bilan financier. Ce rapport doit permettre de comprendre la façon dont l'entreprise prend en compte de façon prospective, et c'est important, ces questions de durabilité dans le cadre de ses activités. Ce n'est pas un bilan, mais la description d'une trajectoire pour faire court. Donc le système est conçu en 3 temps. La norme ESRS qui développe une démarche sous ce prisme de double matérialité, une innovation. L'entreprise bâtit son information à communiquer afin que cette information réponde notamment aux attentes des parties prenantes. Le rôle des parties prenantes est fondamental dans cette démarche. Et enfin, le vérificateur, certificateur, fait preuve de jugement professionnel, d'esprit critique et s'appuiera sur les procédures mises en œuvre par l'entreprise pour donner son avis sur l'information publiée. Et à titre d'illustration de cette démarche, dans l'avis technique, vous ne trouverez pas la notion de seuil de signification qui ne fait donc pas sens au regard de cette information pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées. Alors, concernant les 3 avis, et vous l'avez sur le transparent, la terminologie d'avis de conformité, qui figure donc dans l'avis technique du H3C, c'est un terme qui est directement issu des dispositions de la directive, qui parle donc de conformité. Alors, conformité aux normes ESRS, conformité aux exigences de balisage, et le 3e pan de la mission, c'est l'avis du respect des exigences de publication du règlement taxonomie, là aussi pour répondre aux besoins des institutions financières.
Alors, deuxième transparent, l'objectif et le contexte de l'avis technique. Alors, le H3C avait été pressenti pour être le régulateur de l'ensemble des vérificateurs dès le mois de février 2023, donc ce qui a été confirmé aujourd'hui. Donc, le H3C avait alors estimé nécessaire de définir les lignes directrices pour les vérificateurs, sachant que le premier exercice est l'exercice 2024, on l'a dit là aussi. Alors le H3C a formé un groupe de travail d'une vingtaine de personnes, présidé par la présidente du H3C avec beaucoup de dynamisme. Au sein de ce groupe, il y avait des membres du collège du H3C, dont la direction générale du Trésor qui a assisté aux travaux, des commissaires aux comptes dont certains sont dans la salle, des OTI, PSAI, et les travaux ont été aussi menée par une rapporteure de ce groupe de travail, qui est la directrice de la division normes et déontologie du H3C, qui a donc tenu la plume dans un délai très contraint, tant par le calendrier que par le nombre de réunions, puisque, outre les réunions du groupe de travail, un nombre très important de parties prenantes ont été auditionnées, plus d'une vingtaine, alors les normalisateurs, les organisations professionnelles, des entreprises dans des secteurs variés et diversifiés, des associations, des OTI, et je dois dire que pour avoir participé à bon nombre de ces auditions, ça a été un travail extrêmement enrichissant. Le calendrier a été serré, on l'a dit, février à juin 2023. Alors, en ce qui concerne les principales sources, il est évident que le cadre légal et réglementaire s'est imposé à nous. Donc évidemment, on a travaillé en ayant à l'esprit la directive CSRD, même si elle est en cours de transposition et donc tout n'était pas figé. Les normes ESRS dans la version quasi définitive, puisque l'acte délégué a été pris le 31 juillet, et évidemment le règlement taxonomie pour le pan de la mission taxonomie. Il y a d'autres sources d'inspiration, on vous les a mis sous les yeux pour information. Bon, évidemment, le dispositif législatif et réglementaire sur la DPEF, la jurisprudence, si on peut dire ainsi, en ce qui concerne l'intervention du CAC sur la DPEF et le guide de l'AFNOR. Et pour mémoire, on vous a mis les normes internationales, mais il est certain que ces documents de l'IAASB notamment existent, mais n'ont pas été une source d'inspiration et une référence pour les travaux que l'on a menés. Donc c'est important de le dire, notamment puisqu'en ce moment on parle beaucoup de l'ISA 5000. Alors l'avis du H3C, vous avez le plan sous les yeux, vous avez le lien pour trouver l'avis technique. Comme sur ce transparent, on vous parle de l'ISA 5000, juste un mot rapide sur cette norme qui est en cours de consultation par l'IAASB. Pour vous donner un ordre de grandeur, elle fait à peu près 200 pages, 50 pages de normes, 150 pages de matériel dit applicatif, donc versus 37 pages pour l'avis technique, donc on n'est pas du tout dans le même domaine. Cette norme internationale parle de l'assurance limitée raisonnable, l'avis technique ne parle que de l'assurance limitée. Cette norme internationale est écrite pour s'appliquer à tous les référentiels, notamment celui de l'IAASB, donc elle n'est pas une norme pour le référentiel européen. Et je dois dire que moi qui ai lu la norme, je trouve qu'elle a beaucoup de développements qui, pour les non-experts que je suis, sont assez difficiles à comprendre en première lecture. Voilà. Alors en ce qui concerne l'avis technique tel qu'il est publié, il sera complété notamment sur la partie rapport du vérificateur, et le groupe de travail va redémarrer ses travaux, en tout cas sur cette partie-là et peut-être d'autres dans les semaines à venir. Et pour terminer rapidement, avant de laisser la parole à Julien, donc en ce qui concerne le contenu et les apports de l'avis technique, donc les principes d'intervention du vérificateur sont décrits dans cet avis technique avec une démarche qui est assez classique finalement et avec un séquencement cohérent avec ce que l'on trouve notamment dans les normes d'exercice professionnel que vous connaissez. Je ne vais pas m'y attarder. La nature des travaux et les principales diligences figurent dans les paragraphes 7, 8 et 9 que Julien va commenter. Donc 7, c'est la conformité aux ESRS. 8, c'est le balisage, mais dans l'attente pour le moment des normes qui ne sont pas encore publiées. Et le 9, c'est le contrôle de la taxonomie. Et pour terminer rapidement, l'avis propose toute une partie sur le rapport d'assurance limitée du vérificateur qui prévoit donc conformément à la pratique une conclusion exprimée sous forme négative s'agissant d'une assurance limitée. Le vérificateur donc n'a pas identifié ni d'exactitude susceptible d'influencer
les décisions des lecteurs des rapports. Et je passe donc la parole à Julien pour le reste. Merci beaucoup Marie-Pierre pour cette introduction de l'avis technique. Alors maintenant j'ai un challenge, je propose d'en faire l'objectif de mon intervention, c'est que dès ce soir, chacun d'entre vous, si ce n'est pas déjà fait, rentre chez lui et lit ces 37 pages de l'avis technique, vous donnez cette envie parce que, d'abord parce que c'est un document qui est une première pierre essentielle pour la suite de nos travaux communs, et parce que ça va être effectivement clé pour tout ce qu'on a à faire et qu'il apporte déjà beaucoup d'éléments. Alors il faut le reconnaître, un verre à moitié vide et à moitié plein, selon comment on le voit. Il y a déjà beaucoup de choses qui fixent le cadre, et je vais le présenter, c'est déjà dans ces éléments-là. Ça n'est pas une fin en soi, il y a encore des travaux à venir, et on y reviendra, et ce n'est que le début d'une belle aventure tous ensemble. Je voudrais, en mots préliminaires, remercier également, comme l'a fait Marie-Pierre, mais d'abord la présidente, je peux, sans flagornerie inutile, témoigner de votre implication extrêmement forte. Je pense que ça a toujours touché tous les membres du groupe de travail, et donc je me fais un peu le porte-parole pour vous remercier de votre implication qui montre l'importance qu'a donnée l'institution à ce sujet. C'est pas un sujet secondaire, c'est une vraie transformation, comme on le dit depuis le début de cette journée, et votre implication dans ces travaux, dans chacune des réunions, a bien marqué ce positionnement-là. Deuxièmement, les services, elles se reconnaîtront. Il y a beaucoup de femmes, et notamment une qui a contribué à la rédaction de cet avis technique. Je me sens d'ailleurs un peu malaisé à lui piquer la vedette, parce que finalement ce travail est plus le sien que ceux des membres du groupe de travail. Donc merci pour ce soutien. Ça a été fait, ça a été rappelé dans le slide précédent, en très peu de temps, beaucoup d'entretiens, d'auditions, de réunions, en quelques mois, pour poser tout ça, comprendre tout ça à plusieurs. Ça a été quand même un petit challenge, et merci pour ce soutien des permanents des deux organisations, CNCC, H3C. Et enfin, je pense que ce qui était absolument essentiel, et c'était la vision de la présidente qui l'a instituée dès le début, c'est que ce document et cette première pierre soit conçu en impliquant l'avis et en consultant des parties prenantes externes. Vous avez vu, il y a 26 parties prenantes dans le slide précédent qui ont été listées et qui ont été auditionnées. On a pris le temps d'écouter les attentes. Il eût été, à mon sens, un péché originel que de concevoir un premier document avec les professionnels de la profession, entre nous, sans tenir compte des attentes exprimées par l'ensemble des parties prenantes. Alors je ne dis pas que le résultat est un consensus mou ou dur, je ne sais pas, de la synthèse de ce qu'on a entendu, parce qu'effectivement, ça a été très bien dit avant, il y a un cadre légal et réglementaire à respecter, on a des normes professionnelles à respecter, on a bien sûr des pratiques historiques et une certaine expérience et continuité de laquelle on s'est inspiré, mais bien évidemment, l'attente des parties prenantes est absolument essentielle selon les membres de ce groupe de travail, et c'était absolument clé d'intégrer ces auditions qui ont été extrêmement riches. Vous voulez savoir ce qu'il y a finalement dans cet avis technique, que je puisse vous en parler un peu. Alors, on pourrait en parler longtemps. Chaque paragraphe mérite de nombreux échanges et discussions, comme on l'a vu dans le groupe de travail. Je vais essayer d'aller un peu plus vite et essayer de focaliser sur quelques points. Paragraphes 3 et 4, les moyens nécessaires et la lettre de mission que j'ai regroupée sur ce slide. Finalement, ça rappelle un certain nombre de principes usuels. Vous, professionnels de l'audit, vous n'allez pas apprendre grand-chose, si je peux me permettre, et sans faire offense à ceux qui ont rédigé ces paragraphes, de la spécificité liée à la durabilité sur ces grands principes. Sauf quand même quelques points. D'abord, on rappelle que c'est cette notion de jugement professionnel. Et il faut rappeler que cet avis technique a pour objectif de ne pas parler que aux commissaires aux comptes que nous sommes dans la salle aujourd'hui, mais à d'autres intervenants nouveaux qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques, la même culture. Et donc c'est aussi une façon de rappeler le corpus quand même normatif, l'approche et la culture d'audit que nous avons. Et donc il y a énormément d'éléments dans cet avis technique qui sont en fait des explications de principes que nous appliquons et que nous considérons très bien au quotidien et qui sont totalement applicables à cette matière
de durabilité. C'est vrai pour le jugement professionnel, qui fait l'objet d'un paragraphe, par exemple, de communication dans l'équipe. Un point peut-être un peu plus spécifique, c'est l'échange avec les CAC, puisqu'on peut faire cette mission sans être CAC. Donc effectivement, ça veut dire des sujets plus nouveaux, plus adaptés à cette matière, qui sont abordés dans cet élément. Bon, sur le reste, je pense que tout est assez usuel dans les briques que vous voyez affichées à l'écran sur cette partie. Prise de connaissance de l'entreprise, c'est aussi intéressant. Pour moi, bon, ça aussi c'est assez usuel, on prend connaissance de l'entreprise avant de faire des travaux d'audit. Jusque-là, vous allez me dire, j'apprends pas grand-chose. Ce qui est intéressant quand même, c'est, et j'ai zoomé là-dessus sur ce slide qui est pas très lisible, et je vous en prie de m'en excuser, mais sur les éléments de contrôle interne. Il y a un sujet quand même, et j'ai un petit peu d'expérience historique en tant qu'OTI, c'est que la maturité des dispositifs de contrôle interne est bien moindre sur la matière durabilité que ce que ça peut être sur les données financières. Donc revoir et prendre connaissance des dispositifs de contrôle interne en matière d'information de durabilité, jusqu'il y a quelques années, si je veux être un peu dur, c'était pas très long, hein. Ça prenait quelques secondes. Il n'y avait pas de dispositif de contrôle interne sur ces informations, si je suis un peu cynique ou provocateur. En tout cas, très peu. Avec ce qui est demandé dans les ESRS, et précisément tous les dispositifs qu'il faut mettre en place, cette revue-là va s'intensifier, et donc c'est important, et donc il y a un paragraphe spécifique que je trouve intéressant et utile pour se projeter dans l'avenir. Alors comment faire pour prendre connaissance? Il y a les techniques habituelles qui sont rappelées, mais vous connaissez ça par cœur. Des entretiens avec les responsables, consultation de PV d'organes de direction et de gouvernance, des observations physiques, des procédures analytiques, etc., des techniques que vous connaissez parfaitement. Planification, là encore, avec des éléments qui sont prévus habituels dans nos normes ou dans nos pratiques professionnelles, mais qui sont rappelés, là également, pour qu'il y ait une homogénéité des pratiques, qu'on soit commissaire aux comptes ou pas, qu'on ait cette culture de l'audit ou qu'on la découvre avec le métier, le futur métier d'OTI pour ceux qui sont dans cette catégorie-là. Il y a des éléments qui sont indiqués dans la CSRD. La CSRD change quelques éléments, notamment la documentation, les éléments de documentation des travaux faits par le vérificateur. Ces aspects de documentation sont aussi traités par la norme. Donc, planification prévoit un certain nombre d'éléments, dont un programme de travail où on a précisé le contenu et les sujets à aborder. Bon, jusque-là, vous allez me dire, c'est plutôt générique, mais le but est d'adapter des techniques, des éléments habituels de nos normes professionnelles à cette matière particulière. Il y a des éléments maintenant, des paragraphes très spécifiques, et notamment, Marie-Pierre l'a introduit tout à l'heure, la première brique de la vérification. Vous savez que dans la CSRD, il y a 4 éléments qui sont appelés à être vérifiés. Le premier élément, c'est le processus d'identification des informations à publier par l'entreprise. Sous-entendu, voilà, l'entreprise a ce principe de double matérialité, il faut le revoir et porter un jugement dessus, j'y reviendrai. Le deuxième, c'est la bonne application pour les normes thématiques ESRS, que, si je fais simple, que les informations ou les indicateurs qui doivent être publiés le sont à la manière prévue par les ESRS et par les normes. Ça, on l'a mis ensemble dans l'avis technique. On a pris la décision que c'était une conclusion sur la conformité aux ESRS, puisque ces éléments sont décrits à la fois sur le processus et sur la nature des informations à publier dans l'ensemble des ESRS. Donc on a une conclusion pour ces deux aspects. La CSRD dit qu'il faut conclure sur les deux, ça ne veut pas dire qu'il y a une ou deux conclusions distinctes. Nous, on a considéré dans ce groupe de travail qu'une conclusion sur l'ensemble des ESRS était l'approche à retenir. Après, en tout cas, voilà, et ça fait partie de ce paragraphe 7 dans notre norme. Alors dans ce paragraphe 7, c'est là où il y a quand même le gros de la spécificité de cet avis technique. Il y a plusieurs éléments. Bien évidemment, la revue des périmètres de reporting. Est-ce que c'est conforme aux demandes de la CSRD et des ESRS? Et puis il y a cette notion qu'on a évoquée tout à l'heure, Laurence l'a évoquée, de double matérialité, puisque c'est elle qui conditionne l'information que vous allez devoir publier. En matière de sustainability, de durabilité, et de ce qui est écrit dans la CSRD, si je fais simple,
et dans les ESRS, donc donnent tous les critères pour le faire, les textes disent l'entreprise publie ce qui est matériel pour elle et ses parties prenantes, avec une définition de ce qu'est cette matérialité. Alors c'est traduit en français par cette notion de double matérialité, les impacts externes qui ont un impact sur l'entreprise, et l'entreprise a un impact sur l'externe, donc c'est cette notion d'avoir les deux sens. La question est que les ESRS précisent la manière d'établir cette analyse de double matérialité, double importance maintenant, puisque c'est traduit comme ça dans les ESRS. Et donc il y a des critères spécifiques. L'auditeur va devoir regarder si la manière d'établir l'analyse de double matérialité a été faite conformément aux ESRS. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, parce que là on peut bien voir que le cœur du questionnement des parties prenantes est là. Jusqu'où vous, auditeurs, allez-vous finalement vous mouiller, engager votre responsabilité sur le fait que l'entreprise publie bien ce qui est important pour ses parties prenantes? Est-ce qu'on s'engage sur le résultat? Est-ce qu'on dit qu'il manque des éléments? Est-ce qu'on s'engage sur le processus? Et donc, le wording et chaque mot pèse, qu'on a retenu après des débats, et bien sûr l'analyse des textes, ce qui est demandé dans les ESRS et la CSRD, c'est que le vérificateur devait apprécier la pertinence du processus et la démarche pour identifier les impacts, risques et opportunités, du jargon de SRS pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, les enjeux ESG qui comptent, et les critères pour les évaluer. Donc, on va apprécier la pertinence et on va conclure sur cette appréciation. Donc, vous voyez bien que dans le wording, on ne conclut pas sur le résultat en tant que tel de la liste des enjeux importants, mais bien sur la pertinence du processus. Il y a une petite subtilité que vous, en tant qu'auditeur, appréciez parfaitement. Sur les informations à publier, on est dans une logique de conformité par rapport à la norme, et on a retenu le wording suivant. Apprécie, donc le vérificateur va apprécier la façon dont l'entreprise a déterminé les informations à publier à partir de cette analyse. Vous avez dit que le climat, l'économie circulaire et les droits de l'homme sont importants. Donc est-ce que vous avez, du fait de cette importance, communiqué l'information exigée pour les entreprises qui considèrent que cette information est importante? Et enfin, si cette information est importante, est-ce que vous avez communiqué des indicateurs, des informations qualitatives, conformément aux définitions des ESRS? Un effectif doit être calculé comme ceci, comme cela, avec un niveau de détail précis. On doit répartir les effectifs pour tous les pays qui dépassent 10% de l'ensemble des effectifs du groupe, etc. Donc il y a des précisions techniques d'application des ESRS. Le vérificateur va s'assurer que la façon dont ces informations sont publiées le sont conformément à ce qui est décrit dans les ESRS. Donc vous voyez plusieurs niveaux de vérification qui méritent une réflexion sur l'approche, la méthodologie employée. Enfin, on va aussi vérifier des éléments plus de forme, mais qui ont leur importance. Les textes disent clairement que les informations de durabilité doivent être dans une partie spécifique du rapport de gestion, qu'on peut faire des renvois, et il y a des éléments de référence, mais sous conditions. Donc il faut regarder si ces conditions sont bien respectées. Et puis, bien évidemment, pour sélectionner les informations qu'on va tester, la norme précise aussi, finalement, on va avoir des rapports de durabilité qui vont faire peut-être 100, 150, 200 pages. Donc, il est évident qu'on ne va pas vérifier ligne après ligne et toutes les activités. Donc on va avoir, et c'est clairement dit dans la norme, une approche par les risques. Et on a essayé de creuser comment on pouvait poser cette approche par les risques, quels étaient les facteurs à prendre en considération pour apprécier les risques d'informations erronées et donc de nature des travaux que nous allons mettre en place, et donc la sélection des informations retenues pour être vérifiées. Alors, petit zoom sur la double matérialité, je reviens un mot dessus. Ayez en tête qu'il y a les normes ESRS, c'est 12 normes. Les deux premières, elles sont pas thématiques. Il y a les normes ESG, il y en a 10. Et puis il y a deux normes chapeau, la ESRS 1, qui donne les principes de reporting à respecter. Donc là, il y a la définition de ce qu'est la double matérialité, comment l'apprécier, etc. Et puis le SRS 2, c'est ce qu'il faut publier, et notamment
quel est ce qu'il faut publier en matière d'analyse de double matérialité, puisque l'entreprise va devoir dire comment elle a identifié ces enjeux importants, et donc on devra revoir tous ces éléments-là. Donc revoir à la fois que les principes soient bien respectés, et que l'information qui explique comment on a identifié les enjeux importants sont également décrits conformément à l'EASRS 2. Je passe vite. On a fait un petit travail que j'ai trouvé, moi, particulièrement intéressant sur se dire, finalement, le jugement professionnel pour sélectionner l'information importante est clé. Vous voyez bien qu'il faut qu'on soit homogène. Si, entre professionnels, sur un rapport de durabilité de 150 pages, certains professionnels regardent 4 ou 5 informations et d'autres 25 indicateurs par page, on n'a pas... Bon, voilà. Donc il y aura une souplesse et un jugement professionnel pour doser en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment de facteurs de risque, l'information sur lesquelles le professionnel va faire des travaux. Pour sélectionner cette information à vérifier, alors on a déjà ça sur l'OTI et la DPEF aujourd'hui, hein, ça se passe déjà comme ça. Donc là, on a pu s'appuyer sur des années d'expérience d'OTI, puisqu'on fait comme ça, on a une DPEF à vérifier, on vérifie des informations avec une approche par risque. Mais on a essayé, et vous lirez cette partie-là, de préciser un certain nombre de facteurs possibles. Est-ce que le dirigeant a un bonus sur certains indicateurs, liés à certains indicateurs? Est-ce qu'il y a un prêt conditionné à certains indicateurs ou certaines informations? Il est évident. Est-ce qu'il y a des controverses sur certaines informations? Il est évident que si ces informations sont plus sensibles, on va faire des travaux plus approfondis. Donc cette analyse de risque pour sélectionner les informations et la nature des travaux qu'on va faire est absolument clé. Et donc, je trouve que c'est un apport assez intéressant de la vie technique d'avoir commencé à creuser ça. On n'est pas au bout de nos peines, parce que là-dessus, il va falloir de l'expérience acquise, de continuer de discussion collective, mais enfin, ça donne un cadre de réflexion, en tout cas de départ, qui est essentiel. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps j'ai. Moi, je peux tenir toute la soirée, donc vous me dites... Pardon ? 18h05. Ça me laisse 2 minutes pour conclure, je vais aller vite. La nature des opérations, des vérifications opérées, alors là, c'est peut-être la partie sur laquelle... on a globalement, et je m'inclus, été le plus feignant, puisqu'on n'a pas trop détaillé. Cette norme n'a pas pour objet d'inventer des nouvelles techniques de vérification. On a rappelé que c'était les techniques usuelles que vous retrouvez, procédures analytiques, observation physique, etc. Il n'y a pas de secret, on n'a pas inventé de techniques nouvelles en matière d'audit, supposer que la matière est différente. Donc, et ce qui est aussi très important, c'est que cet avis technique n'a pas vocation à être une méthodologie d'audit très précise, en disant voilà combien de pourcentage il faut, voilà combien de tests, etc. Ça, c'est de l'approche, de la méthodologie. C'est pas du rôle c'est pas du niveau de cet avis technique qui a vocation, si je comprends bien, à potentiellement devenir une norme d'exercice professionnel à l'avenir. On a tout un paragraphe sur le contrôle de taxonomie qui, là, pour le coup, est un peu plus précise et qui rentre dans le détail parce qu'on commence à avoir des retours d'expérience, de revues, puisque la taxonomie a déjà, contrairement à la CSRD, aux ESRS, est déjà en activité, finalement, dans les rapports des entreprises. Donc, nous, professionnels, nous regardons déjà un certain nombre d'informations de taxonomie, pas en émettant aujourd'hui un rapport d'assurance, puisqu'on n'est pas dans le cadre de l'assurance limitée, mais on a quand même déjà des revues de cohérence, puis c'était une matière nouvelle, donc tout le monde s'est saisi de ce sujet, et donc on a pu partager un retour d'expérience très utile et nourrir dans cette partie-là, que je vous laisserai découvrir, le sujet de la taxonomie et de comment on l'a vérifié. Et puis je conclurai, il me reste 10 secondes, par la dernière partie, la partie 14, qui est toujours le plus intéressant, c'est finalement qu'est-ce que nous livrons, nous auditeurs, aux parties prenantes. C'est notre rapport final. C'est ça qui est public à la fin, c'est ça qui est vu de l'ensemble des parties prenantes. Ce rapport, eh bien, on a défini le contenu, conformément d'ailleurs à un certain nombre de rapports, et bien sûr aux exigences de la CSRD, et notamment que chaque pan, chacun des 3 pans que j'évoquais, ESRS, balisage, taxonomie, doivent être couverts par une conclusion spécifique. Hein. Donc, conclusion ESRS, balisage, là on a mis en stand-by parce que finalement on n'a pas les textes, donc on verra plus tard, on reprendra le sujet. Et puis sur un retour d'expérience aussi qui était quelque chose d'important d'apport des OTI et des entreprises des pratiques précédentes, c'est cette possibilité d'émettre des observations. Et on a essayé de préciser, aujourd'hui c'est des commentaires lorsqu'on est OTI, hein, donc il y a un cadre
où l'auditeur peut mettre des commentaires. On a essayé, donc on va appeler ça des observations désormais, avec un système pour que l'entreprise puisse dire, ben voilà, telle information a été établie d'une manière un peu particulière, sur un périmètre limité, ceci ou cela, parce qu'on va être dans une année de transition et que ce recours à des observations éventuelles va être absolument essentiel pour que nos rapports soient le plus riches possible et qu'on puisse conclure. Je m'arrête là, bien évidemment, il n'y a pas, vous voyez dans cet avis technique, de modèle de rapport. C'est la prochaine étape de notre groupe de travail et je crois qu'on est déjà tous très motivés pour passer à la marche d'après. Je vous remercie, j'espère qu'avec tout ça, vous allez tout de suite rentrer chez vous et télécharger sur le site du H3C ou de la CNCC cet avis technique, le mettre sur votre table de chevet et le lire dès ce soir. Merci. Je vois que la salle se vide très vite. Vous rassurez-vous, on va être très court. On va juste vous dire un petit mot, bien sûr, de remerciement d'abord pour tous ceux qui ont préparé cet après-midi, parce que c'est beaucoup de travail en un temps réduit. Merci pour votre attention. Merci à ceux qui sont à distance, parce que on a eu près de 400 personnes qui sont connectées à distance, donc c'est pas rien. Ce qui montre ce que je disais, la mobilisation de la profession. Merci pour votre attention et je vais laisser le mot de la fin, bien sûr, à Madame le Président. Au revoir à tous et à toutes les commissaires aux comptes et les commissaires aux comptes. Vous avez compris en faisant ce travail qui a été parfaitement décrit par Monsieur Rivals et Madame Calmels qu'on cherchait à donner à l'ensemble des professionnels qui vont s'approprier cette mission les premiers sentiers de la mission qu'ils doivent accomplir, étant entendu que pour le Haut Conseil, il est très important qu'il n'y ait pas de différence entre les résultats des travaux, que ce soit accompli par un professionnel du chiffre et du droit que vous êtes, ou bien un avocat, ou bien un expert comptable, etc. Il me reste à vous remercier évidemment d'avoir été si nombreux ce soir. On a compris donc que le sujet que nous avions choisi était celui qu'il fallait choisir et que la manière dont on l'a traité était la manière dont il fallait qu'elle soit traitée. Vous avez été très attentifs, posé beaucoup de questions. Ça nous encourage pour faire une 3e édition, bien sûr, l'année prochaine. On se redonne rendez-vous au mois de septembre. Peut-être que là, il y aura encore davantage de professionnels, mais c'est quand même le dialogue avec le Haut Conseil, le commissariat aux comptes qui est privilégié dans ce type de format. Bonne soirée à tous. Et puis, vous savez ce que vous devez faire ce soir. Les devoirs ce soir, c'est lire le rapport, l'avis technique, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a des bulletins d'inscription à la formation visa durabilité à la sortie. Non, je plaisante. On compte sur vous. Merci.